Marine, Bruno, il y a un mois sur ce plateau, tu rencontrais la pneumologue Irène Frachon et elle ne t'a pas laissée indifférente. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, Pauline, je tenais à prévenir que cette chronique, elle a été faite avec 2 mains, celle-ci, mais à plusieurs cerveaux, puisqu'en effet, j'ai rencontré Irène, avec laquelle j'ai tissé un lien ensuite, et puis aussi Muriel Salle, qui est historienne et spécialiste des questions de santé, justement, et Virginie Durand, qui est l'autrice d'un livre sur son parcours autour de l'endométriose. Donc, je les remercie pour le temps qu'elles m'ont tout accordé. Pour illustrer le sujet de ce soir, je voulais démarrer par un petit test simple. On imagine donc que votre mère, votre sœur et votre cousine se rendent en même temps à l'hôpital du fait d'un infarctus. Statistiquement, malheureusement, l'une d'entre elles décédera rapidement du simple fait que les soignants n'ont pas pensé à ce diagnostic, puisque ce sont des femmes. Comment on peut expliquer ça, Marine ? Depuis le XVIIIe siècle, les médecins prennent en compte le corps masculin comme la norme. En ça, ils ne font d'ailleurs que suivre la réalité de la société, puisque partout, le masculin l'emporte encore sur le féminin. Ça s'appelle l'androcentrisme et ça tue des femmes, mais aussi des hommes. Parce que, par exemple, les hommes sont très mal diagnostiqués sur tout ce qui concerne l'ostéoporose, puisqu'on considère là encore que c'est une pathologie féminine, à tort d'ailleurs. Par ailleurs, quelle différence physique voit-on de prime abord entre une femme et un homme ? La poitrine, les attributs génitaux. Aussi, la médecine, partant du principe que les corps des femmes est par essence pathologique, puisqu'il n'est pas corps d'homme, s'est appliqué à traiter nos corps à l'aune de nos différences. Voilà donc qu'est arrivée la question de la médecine bikini. Les femmes sont décrites en creux, donc, et pour parler de ce qu'elles vivent en tant qu'être humain, aussi en tant que femmes, elles ne sont que très peu écoutées. Et puis pour qu'on soit clair, là je ne parle plus du XVIIIe siècle, mais bien de 2020, voire de 2021. Un jour, un médecin m'a d'ailleurs dit que ma mère, par exemple, ne pouvait pas avoir de pathologie cardiaque, puisque c'est une femme. 20 ans plus tard, j'ai subi tout à fait le même type de mépris du corps médical. Un cardiologue m'a dit que son travail n'était pas d'écouter les patients. Et donc ce soir, je tiens d'ailleurs à lui redire combien il a tort et combien je lui prouverai. Pourtant, non seulement les femmes ont un cœur, mais les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les femmes en France à l'heure actuelle. Pour ma mère, il n'y aura eu que 20 ans d'années d'errance médicale. Pour d'autres, comme dans l'affaire Mediator, par exemple, ce n'est ni plus ni moins que la mort au tournant. Si 80% des victimes du Mediator sont des femmes, alors que ce médicament était utilisé comme coupe-faim, ça nous montre bien l'impact, la force de la société, ce qu'elle peut nous imposer pour qu'on soit toujours plus mince. Au rayon des injonctions envers le corps des femmes, je voudrais aussi parler justement de l'endométriose. Depuis sa non-reconnaissance jusqu'à son traitement, elle met en lumière tous les stéréotypes, toutes les inégalités. On nie la douleur dès le début parce qu'il faut souffrir pour être une femme. Et enfin, si on soigne les femmes, c'est avant tout pour qu'elles puissent rentrer dans le rang et soient en capacité d'enfanter. Virginie Durand peut en témoigner d'ailleurs. On accompagne les femmes victimes d'endométriose, pas pour qu'elles soient juste bien, juste en bonne santé, mais pour qu'elles puissent enfanter. Alors, que peut-on faire, Marine, pour essayer de faire bouger un peu tout ça ? Les médecins, clairement, ne peuvent savoir que ce qu'on leur apprend. Il s'agit donc de leur apprendre autrement, à mon sens. Cet avis éclairé et bienveillant, c'est unanime chez les professionnels et chez les patientes et patients que j'ai pu rencontrer. Et on sait désormais que 72% des diagnostics sont posés grâce à la bonne écoute des patients, ce qui permet une alliance thérapeutique et donc un travail de meilleure qualité. Alors, tu disais précédemment, les Bretonnes et les Bretons sont reconnus pour leur engagement de façon générale. Alors, qu'en est-il en Bretagne de ce côté-là ? Ici, en Bretagne, on peut parler de la médecine, et je le mets bien au féminin, Irène Frachon, qui agit en quelque sorte comme tête de proue de l'engagement vers une meilleure prise en compte des patients, et spécifiquement des patientes aussi dans les situations de santé. Elle est, en pas douter, pas la seule à le faire, mais elle est la plus visible peut-être. On pensera aussi au dispositif Marsouin. C'est un camion qui sillonne les collectivités afin de proposer des dépistages avec une quinzaine de professionnels de santé. Ce dispositif existe déjà notamment en Finistère, par exemple, à Irvillac, à Logona, et j'ai accompagné aussi sa mise en place à Dirinon, par exemple. Dernier point sur une réalité silencieuse, une fois encore, celle des 3 premiers mois de grossesse, bien expliquée par l'autrice Judith Aquien. Ce livre montre bien aussi qu'à tous les étages, y compris dans ce temps spécifique de la grossesse, les femmes subissent une forme d'invisibilisation, notamment de leurs douleurs, de leurs maux. Et il est temps, à mon sens, que non seulement nous nous écoutions plus, mais nous soyons un peu plus écoutés aussi. Merci Marine.